Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence entre Sable et Mer, le Sultanat d'Oman, présentée par Anne-Marie Doré, conférencière intermède. Nous attendons plus de 250 participants aujourd'hui. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. On va attendre. Voilà, je vois que Carmen est en train de taper. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette conférence. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter Anne-Marie Doré. Donc Anne-Marie est titulaire d'un doctorat en archéologie du Proche-Orient ancien et d'un diplôme d'école biblique de Jérusalem. Elle parcourt l'Orient depuis 40 ans et elle est passionnée par cette région. Depuis combien de temps travaillez-vous avec Intermède, Anne-Marie? Je pense une dizaine d'années. Une dizaine d'années? D'accord, ok. Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager sur votre expérience avec Internet ou bien votre carrière en général? Oh, disons que j'ai fait une partie de mes études effectivement en Orient, à Chypre, à Jérusalem. J'ai pas mal fouillé au Proche-Orient et c'est une région qui m'a accueillie et pour laquelle je me suis passionnée. Et puis, si vous voulez, l'histoire est d'une complexité et d'une richesse telle que j'adore démêler tout ça. J'aime aller aux origines des choses, démêler tout ça et les présenter de manière le plus claire possible, vous voyez. Ce sont des régions aussi qui sont excessivement accueillantes. Les populations arabes, orientales, ont ce sens de l'hospitalité, de la générosité qui m'a profondément touchée. Merci beaucoup pour ce partage. Et justement, donc le sujet de la conférence, c'est Oman. Et laissez-moi vous présenter brièvement les voyages que nous proposons. Donc, nous avons une randonnée culturelle à Oman, la perle de l'Arabie, qui partira du 10 novembre au 19 novembre. C'est un circuit de 10 jours, 9 nuits, avec Fabrice Delbar, à partir de 3 950 € par personne. Ensuite, nous vous proposons le Grand Tour d'Oman, du 11 novembre au 22 novembre. 2024, du 3 février au 14 février 2025, du 31 mars au 11 avril 2025 à partir de 5 290 € par personne. Et puis combiné, donc Abu Dhabi, Oman et Dubaï, le 17 novembre jusqu'au 29 novembre 2024, un circuit de 13 jours, 12 nuits avec Marie-Christine de Varanguin. Et du 19 janvier au 31 janvier 2025 à partir de 5 500 €. 5 590 € par personne. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web www.intermed.com ou bien à contacter notre service client. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente conférence. Merci, au revoir. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Un grand salut à ceux que je connais déjà et puis un autre grand salut pour ceux que je connaîtrai peut-être bientôt. Voilà, l'agence de voyage culturel intermède m'offre l'opportunité de vous présenter ce sultanat d'Oman, cette région d'Oman, dont le premier titre que j'avais prévu, c'était Oman, un sultanat tranquille. Et puis finalement, allez, entre mer et désert, c'est, disons, plus concret. Voilà. Nous allons déjà regarder un peu la carte pour voir, bon, je savais que tout le monde sait où se trouve l'Oman, c'est-à-dire à l'extrémité sud-est de la grande péninsule arabique. Et si l'on parle d'une corne d'Afrique, on peut parler semblablement d'une corne donc d'Arabie avec la région omanaise. Vous voyez, bon, c'est dans le rectangle rouge, vous voyez que cette région d'Oman, elle est au bout du golfe arabo-persique. Elle prend sur la mer d'Oman, qui, elle, s'ouvre sur l'océan Indien. Sachez une chose, c'est que on va commencer là bientôt par le détroit d'Ormuz, la région du Mouzandaran. Vous voyez le golfe arabo-persique. Eh bien, sachez que il était en fait un golfe plein où le châtel arabe se jetait au niveau du détroit d'Ormuz dans la mer d'Oman, et cela jusqu'au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, ce golfe arabo-persique, il est récent,
il s'est comblé petit à petit par les alluvions du Tigre et de l'Euphrate, et surtout, il est extrêmement peu profond. Ce qui est également le cas pour le détroit d'Ormuz, qui est peu profond, vous voyez, donc, et en fait, ce détroit est juste en face de la côte iranienne. Voyons plus précisément, voilà, une carte du sultanat d'Oman. Bon, c'est un pays à peu près de 300 000 km² pour une population qui est grosso modo de 7 760 000 habitants, en sachant tout de même que 40% sont des étrangers. Donc, vous voyez que les natifs ne sont pas très, très nombreux. Alors, je vais commencer ma présentation par les deux extrêmes. Le détroit d'Ormuz, qui est la péninsule du Mouzandaran, donc tout au nord, et tout au sud par la région du Dhofar, qui sont les deux extrêmes, et notamment le Dhofar, qui est séparé par un immense désert de Mascate sur 1000 km. Donc les deux extrémités, et ensuite nous, rapprocherons notre propos sur l'Oman central, beaucoup plus historique. Alors, commençons par la région de Mouzadaram ou détroit d'Ormuz. Peut-être vous trouverez curieux qu'on ait un petit bout de péninsule séparé du reste du pays. Eh bien, cette charmante situation, nous la devons aux Britanniques. Bien sûr, au milieu du 19e siècle. Vous savez qu'ils dominaient, ils étaient en Égypte et ils étaient en Inde. Ils voulaient une voie libre de tout stress, donc de l'Égypte à l'Inde. Donc, soit ils ont occupé des pays, soit, s'ils ne pouvaient pas, ils les ont divisés. Et c'est ce que les Britanniques ont fait avec l'Oman, avec le sultanat d'Oman. Ils ont créé, comme tout le long du golfe arabo-persique, ils ont, disons, propulsé des chefs de tribus en émirs, et notamment, et ils ont mis un bel émirat, Foujarat, donc, entre la péninsule de Mouzadam, Hormuz, et le reste du pays. Il y a un petit bout aussi de notre émirat, donc Ras El Khaimah. Au départ, c'était des chefs de tribu qui étaient sur leur territoire. Mais par le jeu de l'argent, des armes, eh bien, la Grande-Bretagne a réussi à diviser et donc à menuiser la puissance de l'Oman, qui était à ce moment-là un véritable empire omano-africain très riche et puissant. Voilà, on verra plus tard ce qu'il en est devenu. En attendant, on va aller voir le détroit d'Ormuz, qui correspond. Alors, la péninsule de Mouzadam, c'est une péninsule, c'est que de la montagne, pratiquement sans eau, extrêmement dépeuplée. Aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on a un système touristique qui a amené énormément d'étrangers, mais le recensement de 1985 pour cette péninsule du Mouzadam donnait 15 000 habitants. C'est prodigieusement nombreux, vous voyez. Bref, donc ces habitants sont essentiellement des pêcheurs dans un paysage extrêmement aride, quasiment sans eau, une côte excessivement découpée. Vous voyez? Et en plus, je vais revenir un peu en arrière. Voilà le détroit d'Ormuz. C'est un détroit qui court à peu près sur 45 km de long, 38 km de large et excessivement peu profond. Donc, les énormes tankers pétroliers qui passent par là sont contraints de suivre un double couloir, un qui monte, un qui descend, de seulement 3,5 km à 5,5 km de large. Voyez, s'ils ne veulent pas échouer. Donc, le détroit d'Ormuz est une zone économique, militaire, on peut même dire politique, extrêmement stratégique. Voyez? Et la côte autour est inhospitalière. Et on ne peut pas dire que les bateaux vont s'arrêter pour prendre de l'eau. Non, ce n'est pas possible. Le peu de population qu'il y a était autrefois uniquement
quelques pêcheurs, vous voyez. Aujourd'hui, maintenant, il y a une administration omanaise, il y a un aéroport, il y a une route, il y a un hôtel, on y a fait des petits lieux touristiques. Donc, on a maintenant une économie de tourisme qui permet de développer donc la péninsule du Mouzadam et notamment son port, le port de Kassab, que vous avez là sous les yeux. Vous voyez, c'est de la petite pêche essentiellement. Et dans la ville de Kassab, qui est la capitale, hein, donc, eh bien, vous avez une forteresse portugaise. Ah, que venaient faire ici les Portugais? Vous connaissez tous Vasco de Gama, qui en 1497, si je ne me trompe point, par le détroit de Bonne-Espérance, a ouvert la route vers les Indes. Les Portugais se sont engouffrés dans cette route et donc ont voulu ensuite contrôler toutes les côtes le long de cette route, les côtes africaines, les côtes d'Arabie, etc. Pour ce faire, ils vont envoyer un certain Albuquerque qui va débarquer ici au détroit d'Ormuz en 1506. Ses successeurs vont y aménager ce petit fort qui a été restauré et qui aujourd'hui abrite un musée des arts et traditions populaires. C'est très très sympathique, vous voyez. Mais le plus sympa, c'est ça. C'est-à-dire passer une journée sur ce qu'on appelle en français des boutres, qui sont en fait des doses, donc sur ces bateaux à voile, bateaux de pêche, bateaux de commerce, voyez, et de suivre toutes ces côtes découpées, minérales, magnifiques, mais d'une aridité extrême. Autant la surface est aride, autant je dirais, les fonds marins sont une grande richesse et on peut se baigner là-dedans. Et alors, quel est le plaisir de se baigner et de se voir accompagné par des hordes de dauphins? Normalement, ça c'est un petit film, mais je n'avais pas cette puissance pour vous le projeter, j'ai fait juste un arrêt sur image. Nous avions 8 dauphins qui nageaient autour de nous, qui nous suivaient sur le bateau. C'est une merveille. Donc ça, c'est le côté agréable, plaisir, puis aussi un moment pour parler un peu de cet aspect stratégique du détroit d'Ormuz. Quittant nos dauphins, nous allons nous propulser 1500 km plus au nord, enfin nord-ouest, dans l'autre extrémité frontalière du Yémen, le Dhofar. Alors, je sais, la carte n'est pas très belle, c'est tout ce que j'avais sous la main. Donc, en fait, comment dirais-je, ce Dhofar, c'est 100 000 à peu près kilomètres carrés, c'est-à-dire un tiers du Yémen, c'est énorme, mais pour seulement un dixième de la population, c'est très peu peuplé. Et en fait, c'est le Djebel Kara, qui culmine à peu près à 1000 mètres, il n'est pas très haut, il longe la mer d'Arabie, c'est-à-dire l'océan Indien en réalité, vous voyez, et ce Djebel Kara, qui culmine à 1000 mètres, reçoit à peu près 100 mm de pluie par an, c'est pas énorme, mais une grande partie de l'année, il est dans la brume, voyez. Donc, ça permet une végétalisation de ce massif, et les habitants, qui sont des Sud-Arabiques, sont semi-nomades, procédant à un élevage grande envergure, extensif de bovidés principalement, mais aussi des chèvres et des moutons. Puis, sur le versant désertique, c'est-à-dire en haut de votre carte, dans le Roub al-Khalil de ce Djebel Kara, qui est en croissant de lune, eh bien, vous avez une végétation qui se raréfie, mais qui plonge dans le sable du désert. Je vous montrerai une diapo tout à l'heure. Eh bien, il y avait énormément de Balsabodendron, Boswellia sacra, Boswellia carteri, des arbres à encens. Et donc, tout cet arrière-pays était une source d'encens. Ça existe encore aujourd'hui, c'est un peu plus rare, et les Bédouins d'Ofari se partagent ce trésor par des, comment dirais-je, des serments oraux extrêmement complexes, et tel arbre est à telle famille, tel arbre à une autre famille, ce groupe-là est à une tribu, vous voyez, donc tout ça est oral, mais c'est ancestral, ça se poursuit toujours. Et puis,
nous allons donc, ah oui, ce qui était intéressant que je voulais signaler, c'est qu'à 180 km au nord de Salalah, la capitale du Dhofar, cette fois-ci, il y avait un site qui était signalé par un certain Claudius Ptolémée du second siècle, égyptien bien sûr, et ce savant qui travaillait dans la bibliothèque d'Alexandrie expliquait qu'il y avait là un emporium de l'encens. Et tout à fait, pas tout à fait par hasard, mais un savant américain, un privé qui avait lu ce Claudius Ptolémée, se dit waouh, j'aimerais bien aller à la recherche. Et c'est ainsi que dans les années 80 du XXe siècle, cet Américain a découvert le site de Oubar, en plein dans le désert, au bord du quartier vide, donc ce grand désert d'Arabie, et il y a repéré donc les murs d'enceinte avec entrepôts. C'est là que tout l'encens collecté sur la partie désertique du Djebel Kara était collecté, puis amené sur 180 km sur le littoral. Voilà le Djebel Kara qui plonge presque instantanément, voyez, dans cet océan Indien, aménageant des petites criques. Et dans ces criques, sur le bord du Djebel Kara, eh bien voilà, ici, je vous montre un basamon-dendron. C'est un arbre qui fournit de la myrrhe, un encens rougeâtre, brunâtre. Alors, comment dire, tous les 3 à 5 ans, on va entailler au début juin l'arbre de petits zigzags, et dès qu'il va faire très chaud, fin juin, juillet, août, la sève va s'écouler. On fait au moins 3 récoltes, la dernière étant en général fin septembre, c'est la meilleure, celle qui donne un encens foncé, en l'occurrence ici, de la myrrhe et le basamon-dendron. Comme ceux qui fournissent, les arbres qui fournissent l'oliban ou encens blanc, et qui sont des boswellia, tous les deux sont des arbres qui pèlent, on dirait des touristes au soleil, qui sont épineux, des petites fleurs blanchâtres et qui adorent les biotopes, voyez, rocailleux, semi-désertiques, voyez. Et en fait, cet encens était récolté. Nous avons des textes vers 2008 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, notamment à Our, qui dit qu'il faisait venir de l'encens. De Mésopotamie, de l'Égypte, de tout le Levant, plus tard de la Grèce, de Rome, de la Perse. Tout le monde demande de l'encens, voyez. Alors ça venait de cette région, tout le sud du Yémen et la corne de l'Afrique, Abyssinie, tout ça, voyez. Il n'y avait pas que cette région, mais entre autres. Et c'est ce qui va faire la richesse et rendre fameux cette région, cette terre bénie des dieux, comme on disait autrefois. Et cette richesse, quand de Oubar à 180 km, les caravanes amenaient l'encens et qu'on collectait en plus l'encens sur le bord de la montagne Kara, côté maritime, tout cela était à mener à un autre emporium qui est un port. Le port de Ror Khori. Et dans les années 1952, c'est une mission américaine, encore une fois, qui va fouiller et qui va mettre à jour carrément une structure très très bien construite, avec des murailles bien solides, bien construites, une seule porte d'accès, donc au bord d'un wadi qui dévale la montagne, parce que la montagne sert comme d'impluvium, amène par ce wadi de l'eau douce, c'est nécessaire si on veut un établissement humain, et après le port est largement ouvert sur donc l'océan Indien. Et donc tout arrivait ici, et les Américains ont découvert à un moment donné une plaquette de bronze inscrite où il y avait été mentionné le nom de Sumuran. Sumuran, ça veut dire son nom est grand. Et on connaissait ce nom-là, ce port, par d'autres textes, mais on ne savait pas où le situer, bien sûr, jusqu'à ce qu'on le découvre là. Et
c'est pas une structure très grande, une trentaine de bâtiments qui abritaient quoi, 200, 300 personnes. C'est une entité administrative. On y recevait les caravanes qui amenaient l'encens du désert et celles de la côte, et on allait ensuite l'envoyer par bateau vers, en fait, un port de la côte yéménite aujourd'hui. Nous savons, parce que nous avons l'inscription, plusieurs inscriptions, que le fondateur est un certain Ilat Yalout, roi du royaume de l'Hadramaout, 1er siècle avant Jésus-Christ. Ah, Hadramaout, je ne sais pas si ça cause à certains, mais on parle du royaume d'Hadramaout, contemporain du royaume de Kataban, contemporain du royaume de Saba. Ce sont les fameux royaumes d'Arabie heureuse, dont parlent les Grecs, vous voyez. Et c'est un de ces rois hyper puissants, donc Ilat Yalou, qui va s'étendre de la Dramaout, ça fait à peu près, il a quand même bougé quelques 800 kilomètres à l'est, pour inclure toute cette région et faire aménager ce port, point d'administration, point de commerce. Et on a des graffitis retrouvés sur les murs qui, vous voyez la pièce de monnaie, qui montre ce type de bateau, qui sont gravés sur les murs de Soumouhan. Mais cette pièce, elle vient de l'Inde. Et oui, dès le premier millénaire, on envoyait des cargaisons, enfin, en tout cas du temps de Ilat Yalout, 1er siècle avant, on envoyait donc des cargaisons jusqu'en Inde, jusqu'en Perse. La pièce est du 2e siècle après Jésus-Christ. Alors, vous voyez, c'est très, très bien construit. Une trentaine de bâtiments, vous voyez. Et vous avez là, devant, à droite, un puits, le puits du sanctuaire de ce dieu local, donc, dont on ne connaît pas le nom, malheureusement. Et cette agglomération, ce port, va durer à peu près peut-être jusqu'au 5e siècle, où il décline très, très rapidement, voyez. Et on a fouillé les poubelles, on a retrouvé des ossements de bovidés, de capridés, de dromadaires, etc., des graines. Alors tout autour, il y avait aménagé quelques petits jardins, quelques petites parcelles de céréales, voyez, qui étaient irriguées pour faire vivre cette petite population de 200 à 300 personnes qui était en fait tout simplement une sorte de point de commerce sur la côte, voyez. Alors, ce port disparaît, mais voilà, la diapo n'était pas bien près située. Voilà ici l'autre côté du Djebel Kara, côté désert. Voyez, et ce désert de sable, du quartier vide, voyez, et c'est là que poussaient, dans des creux, etc., à flanc de montagne, les fameux arbres à encens divers et variés. Et vous avez là un très beau spécimen de Dofari, donc de population sud-arabique. Voilà. En remontant la côte sur une trentaine de kilomètres vers l'est, nous arrivons à une autre structure, la ville de Balid. Khororé Soumouhan disparaît dans le courant du 5e, et quelques temps après, c'est-à-dire quelques siècles après, eh bien, un autre port va être aménagé là où se trouve aujourd'hui Salalah. C'est dans la banlieue de Salalah. Salalah n'existait pas à l'époque, c'est peut-être la capitale aujourd'hui, mais ça ne l'était pas autrefois. Et là, c'est une très belle agglomération quand même. Ça fait à peu près 1600 mètres de long sur 400 mètres, avec de magnifiques murs construits, des tours. On y a retrouvé des restes d'un palais. En bas à droite, vous voyez les 144 colonnes de la grande mosquée que l'on situe 10 ou 12e siècle, on ne sait pas bien encore, voyez. Et ce port de Al-Balid nous est mentionné par Marco Polo, sous le nom de Zafar. Marco Polo y est passé en 1295. Il mentionne l'exportation d'encens, l'exportation de chevaux. Un petit peu plus tard, c'est un autre grand voyageur arabe cette fois-ci, qui est du Maghreb, donc Ibn Battuta, du XIVe siècle, qui nous mentionne toujours ce port, chevaux, encens, huile de poisson, miel, quelques pots de bovidés, voyez, donc, et tout ça
partait. Alors, dans tous les cas, que ce soit Soubourane ou que ce soit Al-Balid, ça partait donc vers l'Est, c'est-à-dire vers la Perse et les Indes, et ça partait vers l'Ouest, c'est-à-dire vers les royaumes d'Arabie heureuse, donc vers la côte orientale de l'Afrique, vers la mer Rouge, puis après ça gagnait par la mer Rouge, la Méditerranée, ça suivait, ça continuait son chemin, voyez. Et si et ce port, en fait, de Al-Balid, dans l'Antiquité Zafar, eh bien, va disparaître, il perd de son importance au XVe siècle et disparaît au tout début du XVIe. Pourquoi? Parce que entre-temps, les Portugais ont débarqué 1506 à Ormuz, 1507 à Mascate, ils détournent à leur profit le commerce et Al-Balid périclite totalement, d'autant plus que c'est un port totalement isolé à l'est comme à l'ouest par de très longs et au nord par de grands déserts, voyez. Donc, et la ville va péricliter dans les sables tout simplement. Si l'on remonte la côte, pour faire à peu près une soixantaine de kilomètres et nous arrêter à la capitale traditionnelle de Dhofar, Mirbat. Vous voyez, voilà un peu la côte telle qu'elle se présente. Et juste avant d'arriver à Mirbat, un très joli et très vieux cimetière. Alors, les deux coupoles, c'est un saint. La première coupole, c'est là où on prie, et la deuxième coupole, c'est là où il est tombeau du saint. Et tout autour, vous avez des tombes qui remontent à peu près jusqu'au Xe siècle, forcément après Jésus-Christ, et jusqu'à nos jours. Très joli petit cimetière, on s'y arrête, c'est assez émouvant. Puis, nous arrivons à Mirbat. Ah, et là, nous allons lire une page de la grande histoire romanaise. Mirbat était le seul grand port de la côte, et puis, je dirais, après la disparition donc de Zafar al-Balid. Et c'est un port de pêche avant tout, qui commerçait avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Afrique, et qui était protégé de ce fait par deux forteresses. Celle que vous avez devant vous a été très récemment très restaurée. Et surtout, il va s'y dérouler une page de l'histoire. J'évoquais tout à l'heure un grand empire omano-africain, que je réévoquerai tout à l'heure. Cet empire romano-africain va connaître son apogée en plein milieu du XIXe siècle et ça gêne nos amis britanniques qui veulent une route libre entre l'Égypte et l'Inde. Et comme je vous le disais précédemment, ils vont travailler à diviser ou à réduire la puissance de tous les États qui sont le long de cette route. Et ils vont travailler à détruire l'empire omano-africain. Alors, d'abord, ils vont y réussir à la fin du 19e, début du 20e siècle. Tout l'empire omano-africain va être défait, toute la partie africaine va être détachée. L'Oman privé de ses principales ressources, esclaves, Claude Girofle, le commerce tous azimuts à l'est comme à l'ouest, et la pauvreté va petit à petit s'installer dans le pays, enfin dans la région omanaise. Une telle pauvreté que les populations petit à petit vont se révolter. Les populations de l'Oman intérieur, donc, et puis du Dhofar. Très isolé, c'est une île, le Dhofar, dans le désert. Très isolé. Et il se trouve que, en voulant contrôler la route Égypte-Inde, les Britanniques avaient débarqué, suite à Napoléon quand même, qu'en avait d'abord eu l'idée, au Yémen. Puis, leur présence est devenue extrêmement inopportune, les violences, les révoltes se succèdent et finalement la Grande-Bretagne donne l'indépendance au Yémen en 1967, qui immédiatement bascule dans un État marxiste-léniniste. Le Yémen continue
contigu au Dhofar. Et le Dhofar, isolé, d'une pauvreté inouïe, aucune école, aucun dispensaire, pas de route, pas d'aéroport, pas de médecin, ce sont les boubous, les sorciers qui mènent la vie. Bref, une misère noire. Du coup, ils vont être gagnés par les idées marxistes-léninistes qui sont à quelques dizaines de kilomètres de leurs frontières, vous voyez, donc, et ils vont se révolter. Il se trouve que le roi, le sultan à l'époque, doit faire face aux Britanniques d'un côté, aux révoltes de l'Oman intérieur d'un autre côté, et à la révolte du Dhofar, devant nous, ici. Et il est forcé d'abdiquer en faveur de son fils, Sultan Qaboos, qui devient sultan tout simplement en mai, si je me rappelle bien, 1970. Donc, il va mater toutes ces révoltes, s'émanciper des Britanniques, et pour aller au Dhofar, il a quelques hommes à lui, bien sûr, petite armée, mais ça ne va pas suffire. Donc, il fait appel à des balouches. Et avec une armée balouche, il se propulse à travers les 1000 kilomètres de désert vers le Dhofar. Mais, à Mirbat, on apprend que les révoltés d'Ofari, qui sont des Hadous, tribu des Hadous, va attaquer. Le Cher de Mirbat met en sécurité la population et ne reste qu'avec 20 hommes et 2 châteaux forts. Ce sont des châteaux forts. On prépare l'eau chaude avec du miel, avec de la poix de date pour verser, vous savez, sur les assaillants. On est au Moyen-Âge. On est au Moyen-Âge. Sur les assaillants dessous. Ils ont 20 hommes avec des fusils, avec des chiens très très longs, voyez. Et en face, les Hadous vont attaquer. Manque de bol, ils se sont trompés de chemin. Et quand ils vont retrouver leur chemin et arriver sur Mirbat, le jour se lève. Ils sont repérés. Il y a une bataille qui va durer 14 heures. 14 heures. Le Cher va perdre 4 hommes, mais les Hadous vont s'enfuir parce qu'ils ont perdu plus d'une centaine d'hommes, laissant des kalachnikovs en bas. Alors que les autres, ils ont des fusils avec des chiens longs d'1 kilomètre et qui versaient de l'eau bouillante sur les assaillants. Voyez ? Eh bien, le 19 juillet 1972, cette bataille de Mirbat va mettre fin à la guerre, à toutes les guerres. Elle marque le tournant de la guerre, voyez, et la réunification du pays. Ça a l'air de rien, 2 châteaux forts, 20 hommes et de l'eau bouillante. C'est à peine croyable. Alors, vous me direz, mais Sultan Qaboos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va punir les Hadous, les révoltes? Non, non, non. Parce que Sultan Qaboos, il est né au Dhofar, précisément. Et puis, il est né au Dhofar en novembre 1940. Sa mère est Dhofari. Il a passé sa jeunesse au Dhofar. Il les connaît, ces Dhofari. Alors, il leur dit, je vous donne à chacun un fusil. Tous les hommes vont rentrer dans la police, dans l'armée, ceux qui... je donne une pension à chaque famille. Les enfants vont être scolarisés. Chaque famille qui a un enfant recevra une pension. Je leur donne des maisons. Je vais faire construire des hôpitaux, des écoles. Et puis surtout, je relie la capitale avec une route de 1000 kilomètres dans le désert. Un peu plus tard, suivra l'aérodrome. Et du coup, il va énormément développer, je dirais, la région. Et toute rancune sera estompée de part et d'autre, voyez. Une partie de l'armée balouche d'ailleurs va s'installer là, voilà. Et aujourd'hui, le Dhofar est une région relativement prospère, surtout que du côté des sables du désert, dans le Dhofar, il y a aussi du gaz et du pétrole, voyez. On a de la pêche, on a beaucoup de tourisme, et c'est pas très peuplé, puis surtout on a bien développé sur le long des côtes, ma foi, comment dirais-je, des orangeries, des bananeries, enfin tout ce qu'il faut pour une vie belle. Alors de Mirbat, qu'est-ce qui reste? Vous voyez, de grandes et belles maisons en ruine, avec les pierres, les moellons comment dirais-je, en coraux, hein, mal masqués par un enduit qui pleure au soleil, avec ses fenêtres de bois azuré, sculpté, donc des bois qui viennent d'Inde. Eh bien, voilà, le vieux Mirbat maintenant, c'est ça. Mais il y a un Mirbat tout neuf, parpaing, marbre, tout ça, à côté.
Voyez, on sent que quand même c'était la seule grande ville du Dhofar jusqu'en 1972, que c'était quand même une ville un peu cossue, qui vivait pas mal de commerce. Et là, cette fois-ci, avant de quitter le Dauphin, nous remontons sur la capitale, Salalah, devant ce palais royal, donc où a été, disons en partie élevé Sultan Qaboos, voyez, qui est devenu roi en c'était non juillet 1970, qui a mis fin à la guerre en 1972 avec la bataille de Birbat, voyez. Et finalement, c'est lui qui va développer le pays, mais à un point, mais une administration, une industrie, des pêcheries, mais il va s'appuyer sur les étrangers. Beaucoup d'Indiens, beaucoup de Balouches, des Occidentaux pour tout ce qui est usines, aéroports, ports, des Japonais, des Américains, des Français, des Anglais, et le pays va connaître un boom économique. Et en 1972, il sort d'un Moyen Âge où il y avait 2 écoles élémentaires et un lycée dans tout l'Émirat. Vous voyez, c'est incroyable, je dirais, le progrès par l'émulation donc de Sultan Qaboos que je vous présente ici. C'est un personnage d'une douceur inouïe. Il a quand même, il a été envoyé faire une partie de ses études à Londres, puis l'Académie militaire de Sandhurst. Puis après, on l'a envoyé faire quelques écoles militaires en Allemagne, avant de revenir donc justement à Mascate et suivre des études islamiques. Il est très aguerri à la culture occidentale, il parle parfaitement l'anglais et il est un grand amoureux de la musique classique, des arts lyriques, et il a été très ouvert sur l'étranger. Alors, revenons maintenant en Oman central, le cœur palpitant de cet émirat. Vous voyez, la bande verte, c'est le Djebel Adjar, qui est divisé en 2. Djebel Adjar oriental, l'occidental. Pourquoi? Je vous ai mis Mascate. Vous voyez un petit trait rouge qui continue jusqu'à Nizwa. C'est la passe de Soumaïl, que nous verrons en partie tout à l'heure. C'est la route qui relie la côte à l'intérieur du pays. La route. Et donc, vous avez ce Djebel Adjar qui va culminer au Djebel Sham à quand même 3020 mètres. Ce n'est pas rien, vous voyez. Et en fait, le cœur au départ de toute l'histoire omanaise, c'est le Djebel Adjar en regardant vers le quartier vide, vers les sables du désert. Après, il y a une partie de l'histoire qui se trouve dans la montagne. Et la dernière partie de l'histoire, 18e, 19e siècle, c'est sur la côte. Les 3 régions, en fait, correspondent pratiquement à 3 parties de l'histoire. Alors, voyons, pour commencer, l'Oman intérieur, qui est donc sous le Djebel Adjar, qui donc décroît tout doucement dans des vallées pierreuses, limoneuses, puis ensuite se cache sous les sables du désert. Voyez, cette partie-là, tout l'Oman et le Yémen sont constitués ce qu'on appelait le sud-arabique et sont peuplés d'arabes sud-arabiques. C'est-à-dire qu'ils ont symboliquement un ancêtre commun qu'on appelle donc, comment dirais-je, Adnan, par rapport aux Arabes du Nord, à la Mecque, tout ça, Qartan. Les Arabes du Nord descendent d'un certain Adnan. Et entre les deux, bien entendu, il y a un désert et on ne s'entend pas. Et donc, ces Sud-Arabiques ont vu arriver l'islam après la mort, du temps de Mohammed. Mohammed est mort en 632, il avait déjà envoyé des émissaires, et à la mort de Mohammed en 632, cette région commençait tout doucement, très doucement, à s'islamiser, donc, et à recevoir des populations qui venaient des tribus
qui venaient du Yémen, dont la tribu Julanda, par exemple. Voyez. Et en s'islamisant à la mort de Mohammed, vous savez qu'il y a eu quelques soucis. Bon, à sa mort, il y a eu un premier calife, qui était un premier beau-père. Puis, en 634, un deuxième calife, qui est un deuxième beau-père. 10 ans après, 644, on élit un troisième calife, qui n'est pas un beau-père, qui est même un personnage, Osman, qui appartient à un clan adverse de celui de Mohammed. Ça ne va pas aller tout seul. Et Osman, qui est celui qui a finalisé la Vulgate du Coran, eh bien, a été assassiné en 652. Et à ce moment-là, on élit un quatrième calife, qui est de la famille de Mohammed. C'est le cousin germain et gendre de Mohammed, Ali. Mais à ce moment-là, rupture, scission. Il y a des personnes qui disent « Ah, Ali a commandité le meurtre du troisième calife. Il ne peut pas être calife. » D'autres qui disent « C'est pas vrai. » Les pro-Ali, qu'on appelle les Alides, disent « C'est pas vrai. » Des guerres entre les deux parties. Puis à un moment donné, il y a tellement de morts, on arrête la guerre et on propose un arbitrage. L'arbitrage est en défaveur de Ali, qui accepte de se défaire de son titre de calife et de, comment dirais-je, de s'exiler donc à Najaf, en Irak du Sud. Et à ce moment-là, dans les pro-Ali, il y en a qui sont déçus. Quand on dit « Oh, il n'avait pas le droit de se défaire de son titre, Dieu lui avait donné ce titre, il n'avait pas le droit », et ils vont le suivre en Irak du Sud et l'assassiner. Ceux qui se sont retirés de l'alliance de Ali, des Alides, on les appelle textuellement ceux qui se retirent. Kharijit. Donc, ils suivent et ils sont en Irak du Sud. Ils vont se diviser en des groupes d'une violence extrême jusqu'à avoir l'autorisation de tuer des bébés musulmans mais qui ne sont pas kharijites. Et il y a un prédicateur kharijite qui ne veut pas de cette violence, qui est d'une, comment dirais-je, qui est très, très modéré. Abdallah ibn Ibad, et qui, à ce moment-là, va promouvoir donc un kharijisme très tolérant, très modéré. Je vous rappelle que le kharijisme, ceux qui se retirent, ça n'est ni sunnite, ni chiite. Attention, c'est une troisième voie. Et lorsque les kharijites sont chassés d'Irak du Sud en 750, beaucoup vont aller en Afrique du Nord, dans le vallon du Mzab, où ils vont aller fonder Timimoun, Gardaya, El Goléa, ils y sont encore. Mais le groupe des Ibadites, des modérés, file vers donc l'Oman et vont s'installer dans l'oasis de Nizwa, dans l'Oman intérieur. Nous sommes là à quelques 492 mètres d'altitude, au pied, vous voyez, du Djebel au fond, vous voyez, il y a un cours d'eau, le Kalbou, qui passe, qui divise l'oasis en deux. Il y a deux grands phalanges, donc prises d'eau pour alimenter l'oasis. Et à ce moment-là, quand il arrive, quand ces kharijites ibadites très modérés arrivent, ils vont élire un imam. Les sunnites suivent un calife. Les chiites suivaient, il n'y en a plus, un grand imam. Les kharijites ont la particularité d'élire un chef dans leur communauté. Voyez. Ce chef doit être très féru de Coran, avoir l'esprit de justice, connaître le droit, être cultivé, être courageux, être un homme d'armes. Vous voyez, qu'il ait plein de qualités. Mais tous les imams seront élus. Il n'y a pas de dynastie. Et selon l'époque, guerre, pas guerre, on voudra un homme plutôt militaire, un homme plutôt cultivé, un homme plutôt religieux. Il y a 4 variétés d'imams, donc ibadites. Mais ce qui prône d'abord,
c'est la modestie. Les Ibadites sont le seul des 73 groupes à être, comment dirais-je, sauvés, mais néanmoins, ils acceptent les mariages avec les autres, ils acceptent que les autres fument, boivent de l'alcool, donc il n'y a pas aucune ostentation. Leurs mosquées sont très petites, simples, blanches, sans minaret, ils ont des petites particularités sur le rite, enfin bref. Et en fait, Nizwa va être la première capitale, donc véritablement d'un moment presque unifié, et qui va durer de 750 à 1400. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, les imams somnolent, et à ce moment-là, les grands chefs de tribus vont s'émanciper du pouvoir de Nizwa, imamite, et à ce moment-là, prendre le titre de roi, de sultan, de machin chose, etc. Voyez? Et de 1400 à 1624, ça va être la pagaille. Et les Portugais profiteront de cette pagaille pour s'installer en Oman, précisément. En attendant, regardons les richesses de Nizwa. La tour, ça c'est une tour qui est entièrement reconstruite au début du XVIIe siècle par la deuxième dynastie. Donc, vous voyez, une tour qui fait à peu près 50 mètres de large, 40 mètres de haut, sur des fondations profondes, costauds, 30 mètres. Donc, on monte directement par des escaliers, petite salle intermédiaire, vers la terrasse, vous voyez. Cette tour fait partie, en fait, c'est comme le donjon d'une forteresse en contrebas et qui dominait la vieille mosquée traditionnelle. Voyez. Nizwa est riche d'un marché des bestiaux, marché de tout, des tissus. Comment dirais-je aussi, Nizwa, elle est spécialisée dans le halva, qui est une confiserie à base de sésame. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore pour Nizwa? Un peu tout, voilà, des tissus. Et puis, c'est une société. L'intérieur du pays est encore très, très ibadite, vous voyez, et c'est une société assez colorée, vous voyez, très sympathique, qui se trouve au pied du Hadjar, la grande chaîne du Hadjar, dont le point culminant, le Djebel Cham, a 3020 mètres. Nizwa se trouve au pied, hein. Mais comme bien d'autres sites sur le contrefort, entre Djebel Cham et Nizwa, vous avez à 1000 mètres d'altitude le petit village qu'on visite de Misfa. Vous avez un wadi qui divise. Devant nous, nous avons les cultures diverses et variées, et surtout les limonettes. L'Oman est le premier producteur de lemon, petits lemons jaunes. Vous voyez, des limonettes qu'on peut faire sécher pour la cuisine. Il y a des dattes, il y a un peu de tout, vous voyez. Et ce petit village de l'autre côté, qui reste encore relativement traditionnel, vous voyez, des petites ruelles étroites, des passages, des portes basses, vous voyez, et qui ouvre de l'autre côté sur, eh bien, des pentes aménagées en terrasse, vous voyez, du wadi. Alors, des bassins, réserves d'eau, vous avez les petits canaux d'eau, on y fait des grenades, des lemons, des bananes, des pamplemousses, on fait des céréales, des petits pois, des carottes, enfin tout ce que vous voulez. Bref, toujours au pied de ce Djebel Ardar, à une quarantaine de kilomètres de Nizwa, vous avez là Bala. Bala, regardez l'image à droite, à gauche plutôt. Vous avez une première forteresse qui est du XIIe siècle, construite par un cher des Banu Laban. Et cette forteresse, c'est la première, témoigne de la puissance de ces chers locaux qui, à partir de 1400, s'émancipent du pouvoir de Nizwa et deviennent des petits sultans, des petits rois, des grands chefs, vous voyez, et qui vont se faire la guerre entre eux, etc. Et finalement, complètement affaiblir l'Oman
au point que les Portugais n'auront aucun mal à débarquer sur la côte omanaise, puisque le pays est complètement désuni et plus ou moins livré à la guerre. Et puis surtout, les pauvres paysans sont exploités jusqu'à l'os, vous voyez. Alors par contre, en haut à droite, vous avez une extension de la forteresse au XVIIe siècle. Ah, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé que à Nisois, on élisait toujours un imam, mais il avait juste à peine une valeur, je dirais, religieuse. Et un de ces imams, on ne le savait pas encore, mais avait une valeur guerrière. Et quand il a vu la désunion, le morcellement du pays et les Portugais qui exploitaient le pays, il s'est dit, je vais y aller. Et c'est ainsi qu'en 1624, un certain Nassir Ben Mourchid, de la tribu ou de la famille des Ya'ariba, est promu, il est élu imam. Mais, on va voir, il décide de faire la guerre à tous ces chefs, il réunifie tout l'Oman intérieur, passe par la passe de Soumaïl et surplombe de l'autre côté, près de la mer, Mascate. Il meurt sur ses entrefaits en 1649 et c'est son fils. Alors que jusque-là, tout était élu. Là, on dit, c'est le fils. Ah, donc on est en train d'instaurer une dynastie d'imams rois. Après tout, Nisois se dit, bon, on est en pleine guerre, il faut une valeur guerrière, le fils fera l'affaire. Du moment qu'il est féru de Coran, etc., qu'il a les qualités propres à un imam, que ce soit le fils ou pas le fils, peu importe. Et le fils va continuer l'œuvre du papa, et le fils, Sultan donc bin Saïd, va prendre Mascate en 1650. Il réunifie toute la côte, vire les Portugais de l'Oman, c'est fini. Donc, et à ce moment-là, il est le sultan d'un Oman entièrement unifié, la côte, la montagne, l'arrière-pays, il est puissant. Et c'est ainsi que le grand-père ayant fait l'union intérieure, le fils ayant viré les Portugais et repris Mascate, le petit-fils, il va faire de la culture. Et c'est ainsi que le petit-fils qui construit ici le petit château Ya'ariba, la dynastie Ya'ariba, ça va durer à peu près 120 ans, le fort Djabri, qui est à 20 km de Bala. Alors là, maintenant, on va aller de fort en fort. Hein, et tous les forts sont dans des oasis, parce que la vie n'est dans l'arrière-pays comme dans la montagne que dans les oasis. Vous voyez, avec des phaladges, des canaux aménagés, la palmeraie, le petit village, voilà, et sa forteresse, la forteresse de Djabrin, ici, vous voyez, organisée autour d'une petite cour. Alors le soubassement, nous avons les munitions, les réserves alimentaires, le rez-de-chaussée, c'est pour les communs et quelques hommes d'armes, et puis après, la famille vit donc en altitude sur le premier et deuxième étage, avec un certain raffinement. Le petit-fils, Sultan bin Saïf, eh bien, voyez, va faire décorer l'intérieur de la forteresse avec des peintures qui ressemblent étrangement à des tapis iraniens de Yazd d'ailleurs, voyez, de très beaux. Et puis, aménager des couloirs avec, là, ce sont des poèmes qui sont écrits dans ce couloir. Vous avez le Meufredj, le grand salon des hommes, qui est tout à fait à l'iranienne, à la persane, et il y fait aménager une école de 55 élèves, voyez, et de ce forteresse école sortiront de grands lettrés, précisément. Il peut se permettre maintenant de diffuser la culture, puisque le pays est en sécurité, il est le 3e souverain. En plein dans le Djebel Adjar, donc entre Nisois et la mer, la dynastie Ya'ariba va s'installer va quitter Nisois comme capitale et s'installer dans ce petit village de Roustak, une très grande forteresse qui sera en fait leur capitale. Vous voyez, enfin, c'est pas une capitale populaire. La famille régnante
règne à partir de cette forteresse ici que vous avez. Et les forteresses, c'est toujours des carrés avec 2 tours, hein, voyez? Et dans le carré, forcément, vous avez une cour. Hem, tout le djebel, toute la passe de Soumaïl, tout le djebel, là où il y a des oasis palmeraies, il y a une très grande forteresse et elles sont toutes il y a à Riba, donc 17e et début 18e siècle. Et nous avons là à Narl, eh bien, une forteresse qui porte le nom Narl de, comment dirais-je, des palmiers. Voilà. Et elle est assez impressionnante parce qu'elle est sur des rochers avec des murs d'à peu près 30 mètres de haut. Il y a eu des rajouts, c'est très complexe et elle est très belle cette forteresse. On s'y promène, on s'y paie, on y monte, on y descend, voyez, euh, avec 6 tours. Il y a des puits intérieurs, il y a aussi des sources d'eau chaude dans la palmeraie à côté, des salles avec les canons. Alors ça, c'est les canons portugais, parce que quand les Portugais sont arrivés, début 16e, on était capable de faire des canons euh, dont les gaz n'étaient plus toxiques, voyez. Et donc, on pouvait les mettre à l'intérieur des pièces et donc aménager des ouvertures pour y mettre donc la bouche du canon, comme vous le voyez ici. Toujours ces escaliers qui montent, qui descendent, toujours ces salons avec ces tapis persans, avec une architecture typiquement persane, vous voyez, c'est assez raffiné quand même. Le fort Asme, idem, qui est de 1708, toujours il y a un Liba, et qui allie rudesse et excellence et raffinement. Et vous voyez toujours le carré avec la petite cour et 2 grosses tours. Ça, c'est typiquement donc omanais. Et cette forteresse avec sa petite tour de, vous voyez, de profil de 30 sur 30 mètres, là encore, avec des portes très joliment sculptées, un peu à la manière arabo et indienne, voyez, et qui nous mène vers une salle des canons. Regardez, avec un décor, c'est quand même une salle de canon, elle est belle, hein, avec là encore ces petites niches lobées façon persane, et les canons qui sont dans leur bouche. Et, 5 canons d'ailleurs venaient de la forteresse portugaise de Mirani, hein. Euh, et puis, on va quitter donc ce djebel pour cette fois-ci contourner et remonter vers les déserts de Wahiba, voyez, avant d'arriver sur la côte. Le désert de Wahiba, c'est le quartier vide, on y élève des chameaux, c'est le domaine des Bédouins d'Ofari, voyez, et on y fait un petit tour en 4x4, on monte, on descend les dunes, enfin c'est un grand bonheur, tout simplement, c'est super sympa. Et le soir, on peut s'abriter. Alors autrefois, c'était un campement de toile, maintenant, vous voyez, c'est bien mignonné, donc avec de jolis petits bungalows, avec un très bon restaurant, et ça s'appelle le campement de l'Oryx parce qu'ils ont un petit enclos, ils ont gardé 2, 3 oryx, qui est l'animal totem de l'Oman, vous voyez. En continuant, parce qu'on remonte cette fois-ci et on tourne pour aller vers l'océan Indien, le port de Sour. Donc Sour, c'est une rade, vous voyez les tours, protection de la rade, avec le petit, tout au bout ici, le phare. C'est magnifique, hein. Et puis, Sour est resté spécialisé dans la construction navale. Donc, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de livre. En fait, c'est un maître d'œuvre qui connaît par expérience comment construire, donc qui fait venir les bois de teck de l'Inde. Voyez, on utilise les bois d'acacia pour les mortexes, tout ça, et puis les fibres du palmier dattier pour les cordages, hein, l'huile de poisson séchée, etc. Et on continue à faire des boutres. Vous voyez, regardez ça, c'est un mouvement extraordinaire, c'est des bois qui viennent de teck, on n'a pas de bon bois en Oman pour faire ces coques, vous voyez. Et les plus gros bateaux, les plus gros tonnages qui dépassaient 150 tonnes, donc tonneaux, excusez-moi, eh bien, ils étaient faits carrément donc à Calcutta ou autre, enfin en Inde. Voyez, cet art est toujours typique, comment dirais-je, est subventionné par l'État. On veut continuer au savoir-faire. Et le long de la côte,
on se propulse vers la capitale Mascate, non sans s'arrêter dans quelques petits wadis, ce qui va m'aider à vous introduire la troisième dynastie. Les Yaariba, juste en 1744, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a des querelles dynastiques, les frères, les cousins s'entretuent, bien entendu. Il y en a un qui a l'idée, la superbe idée, de demander à un souverain d'Iran de venir l'aider contre son frère. Il ne savait pas que le souverain d'Iran, à ce moment-là, était un personnage avec des dents longues à rayer un parquet. Il est arrivé, il est reparti. Alors, à ce moment-là, un proche d'un imam s'est dit: «Il faut faire quelque chose». Il s'est fait nommer gouverneur du port de Soar et puis par, une ruse, malhonnête, il a fait faire une lettre, intimant de l'imam, roi en principe, heu, indiquant qu'il fallait donner à ce personnage la forteresse de Mascate et lui livrer la garnison de Mascate. Et c'est ainsi que Ahmad bin, c'est-à-dire fils de Saïd al-Saïdi, va inaugurer la dynastie des Saïdi, des Saïd. Alors là, c'est une dynastie de rois. Ils sont plus imams, ils sont rois. Vous voyez ça, petit à petit, on a perdu la distance avec le religieux. Et c'est eux qui, en 1779, vont faire de Mascate leur capitale. Et ce sont ces Saïds, voilà, là on est dans le Wadi Tiwi, en approchant de Mascate, on fait des petites balades entre-temps, vous voyez, avec les petits canaux, les plantations. Et ce sont ces Saïds qui vont créer un véritable empire omano-africain. Oh, l'Omofre, depuis le XIIe siècle, même Xe siècle, comment dirais-je, naviguer vers l'Inde, vers la Chine, vers l'Afrique, etc. Bien sûr, mais néanmoins, là, il crée autour de Zanzibar, qui accueille depuis le XIIe siècle des Omanais, carrément un empire, avec, en squattant toutes les îles autour, la côte Pemba, tout ça, africaine, s'infiltrant un peu vers l'intérieur, et donc cet empire, omano-africain, va se baser sur la traite des esclaves, sur les plantations de clous de girofle, ça va être le premier producteur au monde, sur le commerce tous azimuts, et il devient une puissance, comment dirais-je, hyper importante, vous voyez, au point que en 1840, la capitale n'est plus Mascate, mais pour de 16 ans, Zanzibar, capitale d'Oman, vous voyez, en Afrique. Voilà, de 1840 à 1856. Ceci dit, bon, peu après, la capitale revient à Mascate. Et Zanzibar, c'est vrai, sera un foyer très actif, donc de l'islam et du commerce international qui va profondément gêner nos amis britanniques et qui vont s'ingénier à, comment dirais-je, défaire cet empire. D'abord en, en 1847, en restreignant l'esclavage et en l'interdisant carrément en 1873. Aïe! À ce moment-là, l'esclavage est interdit pour l'Oman, tout ça par les Britanniques. Bon, après tout, dans le coin, il y a aussi la France. Elle n'a rien signé. Et le commerce de l'esclavage continuera sous pavillon français. Elle arrivera à Sour, vous voyez, qu'on a quitté tout à l'heure. Donc, et normalement, en principe, en 1902, c'est l'interdiction totale, mondiale, fin de l'esclavage. Ceci dit, il y en a qui passent au travers des mailles du filet. Je m'appelle Henri de Montfred, je suis peu scrupuleux, je suis un peu un pirate, un espion, et je fais le commerce de l'esclave. Et c'est ainsi qu'un journaliste dénonce le commerce de l'esclave d'Henri de Montfred, notre notre romancier, ça suffira. Et donc, une commission internationale sera menée contre Henri de Montfred en 1930 pour commerce d'esclaves sur ces boutres en mer Rouge, vous voyez, qui arrivaient au port de Sour. Donc, faut pas, vous voyez,
après ça se finira vraiment. Et donc la capitale des Boussaïdes, la 3e dynastie, c'est Mascate. Mais Mascate, c'est une côte déchiquetée avec des petites rades et si vous voulez, aujourd'hui, c'est une capitale de 600 000 habitants, mais étalée sur des différentes rades et divisée par des pans de montagne. C'est pas quelque chose d'uniforme, vous voyez? Et vous avez, faisant partie de Mascate, le port industriel et de pêche qui est Moutran, vous voyez? Heu et ce port, voilà, vous avez le yacht ici, enfin le bateau plutôt, du défunt Sultan Qaboos. Vous avez les silos au fond, c'est le port industriel et en façade, vous avez la façade, de Moutran et avec l'entrée en pierre, beige, tout simplement du souk de Moutran, très grand souk et vous avez ici la façade de ces maisons un peu, hem britannisante légèrement, omanaises, des grands marchands 19e, 20e siècle, omanais et qui en fait, là, sont des Lawati. Qu'est-ce les Lawati? Eh bien, ce sont des musulmans chiites ismaéliens arrivés au 18e siècle, probablement en provenance de l'Inde, parce qu'ils ont un dialecte très proche du Gujarati. Vous voyez? Et donc, c'est eux qui dominent Matra. Le souk de Matra, c'est eux. C'est un Gujarati Gujarati, excusez-moi, un Lawati que vous voyez là. Ils sont omanais, hein, mais ce ne sont pas des omanais arabes. Vous voyez, il y a deux parties omanaises qui ne sont pas arabes, les Lawati et les Balouches, qui sont omanais maintenant, mais pas arabes. Donc, et puis, nous arrivons, voilà, Mascate, c'est ça. C'est très petit, c'est dans une fissure, vous voyez. On voit tout au fond les deux forts, Mirani et Djalali, qui sont des forts portugais. Et Mascate, c'est tout petit, tout petit, tout petit. C'est une rame, vous voyez, qui arrive au bout à gauche. Vous avez le fort, donc, de Mirani, qui est de 1588, ici, voyez, et en face, il y a un autre fort, Djalali, 1887. Voilà. Dans cette petite Mascate, il reste encore quelques grandes maisons, vous voyez, de grands marchands, qui ont été restaurées, et notamment, la maison qui est un musée de l'amitié franco-omanaise, donc. Vous avez le palais royal où est mort, comment dirais-je? Sultan Qaboos en janvier 2019, voyez? Et qui est le centre du gouvernement encore aujourd'hui. Et Sultan Qaboos, je vous disais tout à l'heure, était un esthète. Il adorait donc les arts lyriques, la musique classique et il a pensé en 2001 faire construire un opéra. Son idée va se concrétiser en 2007 et l'opéra sera inauguré le 12 octobre 2011 avec un opéra Turandot, donc dirigé par Franco Zeffirelli. Vous voyez, quand même. Cet opéra est magnifique. Vous voyez, on a conservé ce savoir-faire du stuc sculpté comme de la dentelle, du bois aussi sculpté, vous voyez. Et cette grande passerelle qui passe de l'opéra à une autre partie de l'opéra qui est bibliothèque, salle de conférence, salle de musique, vous voyez, petit musée, etc. C'est une très, très belle architecture contemporaine, voilà. Et on a même un petit musée de la mode, n'est-ce pas, avec imprimé sur la robe comment dirais-je, la façade de l'opéra. Très peu de temps avant, Sultan Qaboos n'a pas voulu mourir sans laisser une très belle et très grande mosquée, démarrée en 1995 et inaugurée en 2001. Sauf que cette mosquée, la dynastie, elle est ibadite. Mais sur la côte, on a des sunnites, des ibadites, des chiites ismaéliens. Il ne faut pas oublier non plus que nous avons également quelques 6% de chrétiens, quelques bouddhistes, vous voyez. Et alors, cette mosquée, elle est internationale. Malheureusement, elle n'a plus du tout le caractère
petit, intimiste, modeste des mosquées ibadites. Cette mosquée, donc, a le plus grand lustre du monde, doré à 24 carats, a le plus grand tapis du monde, 70 sur 60 mètres de large, oui, tapis persan, bien entendu, en soie. Et puis, bon, après tout un décor très islamisant, de mosaïques, de faïences. Et partout, vous avez des décors islamiques, alors d'Égypte, du Yémen, comment dirais-je, d'Iran, du Maghreb. On a voulu faire, y mettre dedans tous les arts musulmans de toutes les contrées musulmanes, vous voyez? Donc, et puis nous allons terminer ce tour d'Oman avec Haïssam Ben Tarik. Alors attendez, il n'est pas sultan depuis le 2 janvier 72, c'est une erreur, excusez-moi. Hein. Donc lui, par contre, il est sultan depuis le 11 janvier 2020. Son prédécesseur est tonton Sultan Qaboos, est mort en janvier 2019. Il a désigné son cousin Germain pour donc lui succéder. Il avait déjà fait ses preuves en tant que ministre. Et donc, Haïssam Ben Tarik est maintenant le nouveau sultan d'Oman, avec toujours la même ouverture, avec toujours, comment dirais-je, cette modération et cette acceptation de tout le monde, des bouddhistes, des chrétiens, toutes sortes de musulmans, et aussi des gens qui croient en rien du tout, voyez. Et finalement, par contre, lui, il a un petit souci, c'est qu'il doit réduire les cordons de la bourse, parce que son oncle et prédécesseur, Sultan Qaboos, qui a fait l'Oman, qui est devenu un mythe en Oman, ben, il a beaucoup dépensé. Et que maintenant, ben, le pétrole commence à se faire rare, le gaz aussi, qu'il faut penser à l'après-pétrole, ce qu'il fait. Et il débute déjà par une économie, je serre les cordons de la bourse. Voilà. Et il vous invite très gentiment, pas à venir le voir, mais à venir voir son pays, donc, au sultanat d'Oman, un sultanat extrêmement tranquille, paisible, modéré, qui est dans l'acceptation de tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Marie pour cette conférence passionnante. On va regarder si les participants ou participantes ont des questions sur le chat. J'en ai noté une tout à l'heure de Martine Olivier qui nous dit « Est-il vrai que lors de voyages au sultanat d'Oman, nous ne voyons que des monuments neufs, aucune vieille bâtisse ?» Alors, elle n'a pas tout à fait tort. Le petit village de Mirbat est vieux. Ils ont construit un nouveau Mirbat à côté, de façon à garder le vieux pour le tourisme. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose d'ancien. Il y a les forteresses que je vous ai montrées, qui ont été restaurées, mais qui sont anciennes, qui sont du XVIIe siècle, de la dynastie des Ya'ariba. Après, tout le reste est... Écoutez, on était au Moyen-Âge en 1972. Donc, vous imaginez bien que tout ce qui est construit depuis est neuf. Il y a dans la vieille Mascate quelques maisons qui ont été restaurées, effectivement. Quelques-unes, il y en a 3 ou 4. Mais c'est vrai que beaucoup de choses. Alors après, il y a des sites archéologiques. Je vous en ai montré 2 dans le, comment dirais-je, dans le Dauphin. Il y en a d'autres ailleurs. Après, il faut voir si on peut concevoir, pourquoi pas, un voyage en Oman un peu plus archéologique, avec des sites archéologiques. Ça peut se faire s'il y a une demande, pourquoi pas. Je veux bien le faire. Oui, c'est vrai, si c'est une demande de votre part, c'est un itinéraire auquel on peut penser Il y a avec des les producteurs. archéologies, j'en ai fait visiter. Il y en a que j'ai exploré à une époque dans une mission de recherche, puisque je suis docteur en archéologie du Proche-Orient ancien, donc, vous voyez. Et après, là, le circuit, c'est vrai, elle n'a pas tort, mais c'est très beau. Et c'est une histoire qui est régionale, mais riche quand même. Hein. Merci beaucoup pour ces précisions. Beaucoup de retours positifs sur la conférence. Anne-Marie Le Calonnec nous dit « Merci pour votre passion à nous présenter le sultanat d'Oman, l'un de mes plus beaux voyages. » Donc, très bon retour. J'attends un petit peu de voir s'il y a d'autres questions peut-être. Voilà, cela donne envie. Bon, bah, merveilleux.
Parfait. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là. Merci encore Anne-Marie pour cette conférence passionnante qui Et nous a alors, permis de découvrir. en toute sécurité, hein, vraiment, aucune tension. Là, j'y étais dernièrement, c'était le dernier était en novembre, je crois, et en toute sécurité. C'est un sultanat qui ne se mêle de rien, voyez? Il est toujours dans le modéré. C'est un grand plaisir, croyez-moi. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Merci Célie, merci Merci. à tous, au revoir et peut-être à bientôt Au revoir. et bel été. Voilà, c'est vous qui me Oui, j'éteins tout de suite. Au revoir et à bientôt.